j'avais deux grandes sœurs qui avaient appris un peu à contre-cœur le piano. Mes parents les avaient obligées, puis elles étaient plus vieilles que moi. Et puis quand on a déménagé, elles n'ont plus voulu du piano du tout, et par une sorte d'acte de terrorisme mobilier, il a été décidé que le piano irait dans ma chambre. Et donc c'est devenu très rapidement mon meilleur copain. Une chose est sûre, c'est que le jazz était un truc que je connaissais pas du tout, et quand je l'ai découvert, j'en suis absolument tombé amoureux immédiatement. Et donc chez moi, j'essaie de... Alors ça commençait par des trucs jazzy, quoi, le Jodassin aux Champs-Élysées, tu vois, des trucs comme ça. Et puis après j'ai commencé à découvrir d'autres musiques, du vrai jazz, entre guillemets, Oscar Peterson, tout ça. Puis alors à recopier, à essayer de faire pareil sur le piano. Et donc j'ai pris 2 ans de cours de classique, mais ça marchait pas du tout. Et ma prof m'a dit, toi le classique, tu t'en fous complètement. Et c'est vers 18 ans que j'ai commencé à prendre des cours de jazz avec un pianiste qui s'appelait Jeff Gardner, qui habitait à Paris. Là, j'ai commencé vraiment à m'attaquer au truc. J'étais en train de faire des études littéraires que j'ai laissé tomber, et je suis parti aux États-Unis pour être un peu plus près de là où se situait l'action. Au début des années 80, à Paris, il n'y avait vraiment plus rien. Le jazz c'était une terre brûlée. Le free était passé par là. On avait l'impression qu'on était allé jusqu'au bout de l'histoire du jazz et il n'y avait rien. Et donc, grosso modo, la décennie 80, je l'ai passée à New York, où j'ai appris mon métier. Et quand je suis revenu en France au début des années 90, ça avait incroyablement changé. Le jazz avait ressurgi comme ça dans tous les coins. Beaucoup de guitaristes, il y avait plein de guitaristes qui sonnaient tous comme Pat Metheny. Et beaucoup de pianistes qui sonnaient comme Keith Jarrett. Et j'étais très content de retrouver mon chez-moi, habité par cette musique que j'ai tout le temps aimée et que j'avais eu l'impression d'aimer un peu tout seul dans mon coin pendant très longtemps. Je suis né en 60, donc mon adolescence, je l'ai passé à écouter des musiciens de jazz dont je découvrais les albums acoustiques, mais que je voyais en électrique sur scène. Et à 13 ans, j'avais un Org Farfisa avec une pédale wah-wah. Et donc, pour moi, le mélange entre l'électrique et l'acoustique, en fait, sont les deux pièces, les deux faces de la même pièce. Des musiciens que j'adorais, Herbie Hancock, Miles Davis. Je découvrais les trucs qu'ils faisaient en acoustique qui étaient monstrueux, et en électrique aussi. Donc, pour moi, c'est une familiarité qui n'existait plus du tout quand je suis arrivé à New York, parce que c'était la génération Wynton Marsalis, la restauration du jazz. Le free c'est de la merde, le funk c'est de la merde, tout ce qui est électrique c'est de la merde, retour aux fondamentaux et tout ça. Bon, pour moi qui étais jeune étudiant, c'était très bien, parce que ça me permettait de commencer par le début, le bebop, tout ça, la Nouvelle-Orléans, bon. Et c'était une très bonne école pour moi. Mais à New York, c'est assez cloisonné. À l'époque, c'était très cloisonné. C'était vraiment, il y avait... Enfin, pas à ma connaissance, hein, il n'y avait pas de passerelle. En plus, les Américains, les jazzmen, quand ils font de l'électro, entre guillemets, en fait, ils vont direct vers le hip-hop. Dans les années 90, donc j'étais de retour en France, mais je tournais beaucoup aux États-Unis. J'étais un pied à New York, un pied à Paris. Et j'ai découvert, j'ai entendu l'émergence d'une nouvelle musique qui se nourrissait de boucles de batteurs de jazz, de Art Blakey, où c'était des Amon Tobin qui allaient chercher. Alors je reconnaissais le disque original, je me disais oh là là, c'est incroyable, il en a fait ça. Et je trouvais que ces mômes avaient exactement la même attitude par rapport à la musique que les jazzmen avaient, c'est-à-dire prendre une phrase, la retourner, à l'endroit, à l'envers, la ralentir, la rallonger, la doubler, etc. En jazz, l'improvisation, c'est une espèce de formalisation constante, donc on s'appuie sur des symétries, des choses comme ça, des cycles de mesure. Bon. Et je retrouvais tout ça là-dedans, et ça groovait terrible. Et
tout d'un coup, au milieu des années 90, je tournais un peu partout, je faisais mon trio jazz, tout ça, j'enregistrais des disques. Bon. Je me disais, c'est marrant, j'ai l'impression de faire la musique de l'homme qui a vu l'homme, quoi. Et alors qu'en même temps, il se passait des choses vraiment nouvelles et intéressantes, et qui, moi, m'interpellaient, quoi. Et donc, ça a mis un peu de temps avant que je me décide, puis ça a été un petit peu compliqué de changer de rail, quoi. Mais en l'an 2000, c'est là que bon, j'ai fait mon coming out électronique un peu tout seul. C'était le Mac G3, qui est le premier, qui permettait d'avoir une sorte de studio d'enregistrement à la maison, à un prix tout à fait réduit. Et donc, à partir de là, pour moi, ça a été l'expérience de découvrir que la musique, c'était aussi du son. Je ne le savais pas, et je pense que beaucoup de musiciens l'ignorent encore. Et que c'est une partie de l'enseignement de la musique qui est extrêmement déficient, surtout en musique classique. Où le son, c'est le son qu'on produit soi dans l'instrument, c'est la musique, mais on n'a absolument aucune conscience des fréquences, des harmoniques, des formants, tout ça. C'est regrettable parce que c'est aussi la musique, ça. C'est pas des dièses et des bémols et des mesures, mais c'est ce qu'on entend. Au début des années 90, justement, j'ai rencontré un éditeur qui s'appelait Gérard Bourgadier, il s'appelle toujours Gérard Bourgadier d'ailleurs, qui a publié plein de choses magnifiques et qui avait une collection chez Gallimard. Et je dîne un soir avec lui, et il me dit « Ah, toi t'es le mec que je cherche depuis toujours pour écrire une biographie de Thelonious Monk. » Je dis « Ah bon ?» Il dit « Ouais. Allez, je te file l'avance, tu me l'écris. » Ouais. Il m'a filé l'avance, j'ai acheté un ordinateur portable que j'ai ressorti il n'y a pas longtemps. En 80, je l'ai acheté quoi, en 93, 94, on dirait un truc de l'armée. C'est un écran petit comme ça, j'ai écrit ce bouquin avec toutes les discographies, tout ça, un écran petit comme ça. Et en fait, il m'a véritablement accouché de mon bouquin. C'était un excellent éditeur. C'était une expérience très heureuse. Le bouquin a super bien marché. Il a été traduit en 4 langues. Et j'ai encore aujourd'hui des gens, mais vraiment toutes les semaines, c'est un bouquin qui me revient avec beaucoup de choses positives, quoi. Et puis, 20 ans ont passé, grosso modo. Et pendant 20 ans, tout le monde me disait quand est-ce que tu en écris un autre. Et je ne sais pas pourquoi, mais donc on devait être en 2012, ouais, en mai 2012. À Deauville, je vais jouer avec mon groupe Superfly, piano ordi vidéo, à Deauville au festival du livre, je sais pas comment ça s'appelle, du livre musical, de la littérature musicale. Et puis il y avait un journaliste qui s'appelle Bertrand Dical, qui fait des trucs à la radio, et qui écrit beaucoup de bouquins aussi, et qui me pose la même question. Et là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faisait beau, c'était bien, on avait joué, on était relax. Je lui dis, il y a un truc que j'écrirais bien, mais ça va faire chier tout le monde. Je vais m'emmerder pendant 4 ans à l'écrire, et puis je vais en vendre 200 copies. Ah ouais, il dit, c'est quoi? Je lui dis, les inventeurs de clavier au XXe siècle. Et lui il fait, ah ouais, t'as des Huskaïl monstrueux, c'est génial. Et je dirais, en une fraction de seconde, il m'a convaincu que le sujet était intéressant. À l'origine, je voulais raconter des vies d'inventeurs. C'est ce que c'est d'ailleurs, c'est des vies d'inventeurs, un peu tuilées historiquement. D'inventeurs, des grands inventeurs de la lutherie électronique du XXe siècle. Après ça, pour faire le pitch, je dis c'est l'histoire de la rencontre entre la musique et l'électricité. C'est un peu vrai. C'est l'histoire du son, c'est l'histoire de comment on fabrique du son, c'est comment on fabrique des instruments qui font du son, comment on repense tout ça. C'est l'enregistrement, c'est le business, c'est l'histoire, c'est la science, c'est plein de trucs différents qui sont ensemble. Et c'est un peu une saga. En fait, c'est un peu l'histoire du son au XXe siècle, vécue par
les inventeurs de la lutherie électronique. Alors, je parlais de ce gars dont personne n'a entendu parler, Tadeusz Kail, mais il y en a des plus connus comme Theremin, Moog, Hammond, Rhodes, bon, des gens qui ont complètement façonné notre univers sonore, quoi. Et donc, il y a, je dirais, en parallèle, l'histoire des inventeurs qui ont contribué ou bien à un saut dans les techniques d'enregistrement, c'est-à-dire toute la digitalisation du son, la numérisation, devrais-je dire, la bande magnétique, tout ça. Donc c'est pas uniquement des inventeurs, mais ce sont eux mon fil rouge. Les 3 premiers des 3000 d'anthologie, on est bien d'accord. Juste pour l'élégance, Miles, Monk, Mingus. Miles, Bitches Brew, l'arrivée justement de l'électricité dans sa musique. Un bordel de jungle musicale extraordinaire. Moi, c'est un album que j'écoute encore régulièrement et qui me transporte vraiment dans des états seconds. Monk, l'inverse. No frills, aucun habillage, la matière musicale pure, et je dirais l'album qu'il a fait en solo en France en 1954, invité n'importe comment, pour des gens qu'on n'avait rien à cirer, qui l'ont hué pendant son concert, mais heureusement, à Radio France, il y avait quelqu'un qui l'a enregistré et qui lui a demandé de venir enregistrer, donc c'est 40 minutes de Monk en solo. C'est vraiment énorme, monstrueux. C'est tout Monk en condensé avec une espèce de clarté, d'acidité invraisemblable, quoi. C'est comme il y a le 100% cacao, ça c'est 100%. Et Mingus j'aime bien parce que lui il n'est pas allé du côté de l'électricité, pas plus que Monk d'ailleurs, mais j'aime bien Mingus parce que c'est un gros fouteur de bordel, c'est un visionnaire de forme, d'énergie, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui est plus gros que la vie et la musique, c'est une espèce d'océan qui traverse. Alors et du coup, y a Ahum qui est tellement bien, et celui qui commence par Better Get It In Your Soul, où il y a Moanin', tout ça. C'était du jazz très politique, très engagé, très tyrannique, qui pouvait partir dans plein de directions différentes. Je trouve qu'il y avait dans le travail de Mingus un peu je dirais le sentiment diffus que, comme dans le cochon, dans la musique tout est bon, quoi. Et il faut passer à côté de rien. Il n'y a rien qui est ringard. Il faut aller chercher tous les sons, toutes les origines, le hier, demain, s'intéresser à tout, et en faire un truc. Pour moi, c'est ça, Mingus.